Il est difficile aujourd'hui, alors que son nom orne des empires et que sa fortune dépasse l'entendement, d'imaginer qu'il fut un temps où J.K. Rowling n'était qu'une ombre errant dans les rues grises d'Édimbourg. Si nous pouvions remonter le temps jusqu'en 1993, nous ne trouverions pas une conquérante, mais une femme de 28 ans brisée, assise au bord du vide, contemplant la pluie depuis un appartement insalubre où l'humidité rongeait les murs. À cette époque, la société ne voyait en elle qu'un échec statistique. Une mère célibataire sans emploi, survivant grâce à la maigre charité de l'État, diagnostiquée d'une dépression si profonde que la mort lui semblait parfois une issue plus douce que le lendemain. Pourtant, au milieu de ce naufrage personnel, ses mains tremblantes s'accrochaient à une bouée de sauvetage, faite d'encre et de papier. Elle ne le savait pas encore, mais elle était en train de transmuter sa propre souffrance en or pur, rédigeant ce qui allait devenir la plus grande saga littéraire de notre temps. Voici l'histoire d'une résurrection par les mots. Bienvenue sur la chaîne Le Grand Dessin. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça nous donne de la force. La jeunesse de la magie n'a pas eu lieu dans un château enchanté, mais dans la banalité d'un train de banlieue en retard. C'était en 1990, lors d'un interminable voyage entre Manchester et Londres. Alors que le paysage défilait avec lenteur, une image s'est imposée à l'esprit de Johan avec la violence d'une révélation. Celle d'un petit garçon chétif, portant des lunettes cassées, ignorant qu'il appartenait à un monde bien plus vaste que son placard sur l'escalier. Démunie de stylos, trop timide pour en demander un, elle a passé 4 heures à bâtir mentalement les fondations de Poudlard, ressentant une euphorie créatrice qu'elle n'avait jamais connue. Elle brûlait d'envie de partager ce secret avec sa mère, Anne, qui était le pilier de son existence. Hélas, le destin en a décidé autrement. 6 mois plus tard, la sonnerie du téléphone a brisé sa vie. Sa mère s'était éteinte, emportée par la sclérose en plaques à seulement 45 ans, sans jamais savoir que Harry Potter existait. Ce deuil inachevé va hanter chaque page du roman. Si Harry est orphelin, si sa douleur est si palpable lorsqu'il contemple ses parents perdus dans le miroir du Riset, c'est parce que l'encre de Rowling était mêlée à ses propres larmes. La mort n'est pas un simple thème dans son œuvre, elle en est l'architecte silencieux. Cherchant à fuir l'ombre de la mort, Johan s'est exilée au Portugal pour enseigner l'anglais, espérant y trouver un nouveau départ. Elle y a rencontré un journaliste qu'elle a épousé et a donné naissance à sa fille, Jessica. Mais le rêve méditerranéen s'est rapidement mué en cauchemar domestique. Piégée dans une relation toxique, sous l'emprise d'un homme jaloux et violent, elle a continué d'écrire en secret, le manuscrit devenant son seul espace de liberté. La situation a atteint un sommet d'horreur lorsque son mari, comprenant que ces pages étaient ce qu'elle avait de plus cher au monde, a décidé de les prendre en otage. Il les cachait, menaçant de les brûler si elle osait le quitter. Imaginez le calvaire de cette femme, obligée de localiser ses propres écrits pour les subtiliser feuille par feuille et les photocopier clandestinement au travail, constituant une archive de secours au cas où le pire arriverait. Le 17 novembre 1993, lorsqu'elle fut jetée à la rue au petit matin, elle s'est enfuie avec l'essentiel, sa fille serrée contre elle et les 3 premiers chapitres de Harry Potter sauvés des flammes. Elle avait tout perdu, sauf son âme. De retour au Royaume-Uni, l'atterrissage fut brutal. Installée à Édimbourg, Johan a sombré dans une précarité absolue, survivant avec quelques dizaines de livres par semaine, se privant souvent de repas pour que sa fille ne manque de rien. Mais plus terrible encore que la faim, fut le froid qui envahit son esprit. Elle fut diagnostiquée d'une dépression clinique sévère, un état qu'elle décrira non pas comme de la tristesse, mais comme une absence totale d'espoir, une incapacité physique à envisager que le bonheur puisse exister à nouveau. C'est de ce néant émotionnel qu'elle a tiré la matière de ses créatures les plus effrayantes, les détraqueurs. Ces gardiens de prison qui aspirent l'âme de leurs victimes et laissent derrière eux un vide glacé ne sont pas une invention de fantaisie. Ils sont la transcription littérale de ce qu'elle ressentait chaque matin en ouvrant les yeux. C'est en écrivant qu'elle a appris à conjurer son propre Patronus, transformant ses démons intérieurs en monstres de papier qu'elle pouvait enfin combattre. La légende veut qu'elle écrivit dans les cafés par romantisme. La vérité est plus pragmatique. La marche était le seul moyen d'endormir sa fille, et le café, le seul endroit où elle pouvait se poser pour écrire pendant que l'enfant dormait, loin des murs humides de son appartement. Le café Nicholson's est devenu son sanctuaire.
Dès que le bercement de la poussette endormait la petite Jessica, Joanne entrait dans une transe de travail, luttant contre la montre avant le réveil de l'enfant. Dépourvue d'ordinateur et n'ayant pas les moyens de s'offrir des photocopies, elle a dû accomplir un travail de titan. Taper l'intégralité de son manuscrit, 90 000 mots, sur une vieille machine à écrire manuelle, à 2 reprises. Chaque page était une victoire sur la fatigue, chaque chapitre terminé, une revanche sur le destin. C'était un acte de foi pur, l'obstination d'une femme qui n'avait plus rien à perdre et qui jetait ses dernières forces dans la bataille. En 1995, lorsque le livre fut enfin achevé, le monde de l'édition lui opposa un mur de silence. 12 maisons d'édition rejetèrent le manuscrit, assénant des verdicts sans appel. Trop long, trop complexe, les enfants ne s'intéressent pas à cela. Il fallut l'innocence d'une enfant de 8 ans, Alice Newton, la fille d'un éditeur chez Bloomsbury, pour que la magie opère enfin. Après avoir dévoré le premier chapitre, elle réclama la suite avec une telle insistance que son père accepta de publier ce livre que personne ne voulait. Pourtant, même dans la victoire, l'humiliation persistait. On conseilla à Joanne de trouver un vrai travail, car on ne devient pas riche avec des livres pour enfants. On lui demanda même de dissimuler son identité féminine sous les initiales JK, de peur que les petits garçons ne refusent de lire une histoire écrite par une femme. Si la publication en Angleterre fut une petite étincelle, l'incendie, le vrai, s'alluma de l'autre côté de l'Atlantique. 3 jours seulement après la sortie britannique, une vente aux enchères fut organisée pour les droits américains. Joanne, habituée à compter chaque centime pour acheter une brique de lait, reçut un appel de son agent qui allait faire basculer son axe terrestre. La maison d'édition Scholastic venait d'emporter les droits pour 105 000 $. Pour une femme qui vivait avec quelques livres par semaine, ce chiffre n'était pas une somme d'argent. C'était une abstraction, un vertige absolu. On raconte qu'après avoir raccroché, elle est restée immobile, tétanisée non par la joie, mais par le choc thermique de la réalité qui change. La peur viscérale du froid, de la faim et de l'incertitude du lendemain venait de s'évaporer instantanément. Elle s'offrit alors le premier luxe de sa nouvelle vie. Non pas une voiture de sport ou des bijoux, mais un appartement dont la porte fermait à clé et dont les fenêtres ne laissaient plus passer le vent glacial d'Écosse. Ce qui suivit ne relève plus de l'édition, mais de la sociologie, voire de la mythologie moderne. Le grand dessein de Rowling a dépassé l'objet livre pour devenir une fièvre planétaire. Nous avons vu l'impossible se produire. Une génération d'enfants que l'on disait perdus devant les écrans de télévision s'est remise à lire des pavés de 700 pages. Les sorties de tomes se sont transformées en messes de minuit païennes, où des milliers d'âmes attendaient, fébriles, de connaître le destin d'un sorcier à lunettes. Imaginez la sensation de cette femme, qui écrivait seule dans l'anonymat d'un café bruyant, voyant soudain son univers mental se matérialiser dans le monde réel. Les décors de Poudlard construits en dur, les acteurs incarnant ses amis imaginaires, les parcs d'attractions recréant ses rêves. Elle n'était plus la mère célibataire aux aides sociales. Elle était devenue l'architecte d'un monde où des millions de personnes venaient trouver refuge. La magie qu'elle avait utilisée pour se sauver elle-même sauvait désormais les autres. Mais l'histoire ne s'est pas figée au point final du 7e tome. Un mythe ne meurt jamais, il mute. Rowling a étendu son univers avec la saga des animaux fantastiques, explorant le passé sombre de son monde magique, prouvant que son imagination n'avait pas tari. Et demain, elle reprendra son trône de productrice exécutive pour la colossale série télévisée qui réadaptera son œuvre pour une nouvelle génération. Elle reste la gardienne inamovible des clés de Poudlard. Cependant, les dernières années ont vu le ciel se couvrir au-dessus de l'idole. La femme qui a écrit l'éloge de la tolérance est devenue, par ses prises de position sociétales et politiques controversées, une figure profondément clivante. Sur les réseaux sociaux, l'adulation a parfois laissé place à la colère, aux appels au boycott et à une guerre culturelle violente. Mais là encore, qu'on l'adule ou qu'on la critique, on retrouve le trait de caractère forgé dans les épreuves d'Édimbourg, une incapacité totale à plier. J.K. Rowling n'a jamais cherché à être consensuelle. Elle a survécu à la violence conjugale, à la pauvreté et à la dépression. Ce n'est pas l'opinion publique qui la fera taire. Elle reste, envers et contre tout, la capitaine seule maîtresse de son navire, prête à affronter les tempêtes, qu'elles viennent de l'extérieur ou de ses propres convictions. Aujourd'hui, alors que son œuvre a touché des millions d'âmes et qu'elle est devenue l'une des figures les plus puissantes et complexes de l'histoire culturelle,
il est essentiel de se souvenir d'où vient cette force. Dans un discours mémorable à Harvard, elle a prononcé ces mots qui résonnent comme l'essence même du grand dessein. L'échec m'a dépouillé de l'essentiel. J'ai arrêté de prétendre être autre chose que ce que j'étais. Le fond du gouffre est devenu la fondation solide sur laquelle j'ai rebâti ma vie. Elle n'a pas réussi malgré ses échecs, mais grâce à eux. C'est parce qu'elle avait touché le fond qu'elle n'avait plus peur de tomber et qu'elle a pu s'élever, indifférente au vertige des sommets comme au vent contraire. Alors, si vous traversez aujourd'hui une période sombre, si les détraqueurs semblent vous encercler, rappelez-vous que la magie la plus puissante naît souvent dans les ténèbres les plus profondes. Et vous, dans vos moments les plus difficiles, quel est le livre, le film ou le rêve qui vous a servi de refuge ? Partagez votre histoire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.